C'est un ouvrage Animal et droit qui se veut non militant, qui embrasse la matière afin que tout public puisse l'aborder. C'est un ouvrage iconographié avec plusieurs rubriques. Donc il y a l'animal en affaires, l'animal réifié, l'animal personnifié, donc animal en image. Il fait l'objet de plusieurs chapitres et à chaque fois nous avons des contributions d'auteurs du Dante, de notre laboratoire et d'autres laboratoires où on voit comment l'animal et la prise en compte de l'animal s'est faite au fil du temps avec une partie donc de droit positif et une partie historique. Sur la partie historique, on a effectivement déployé dans l'ouvrage un bestiaire sur le modèle de ce qui se faisait au Moyen Âge, c'est-à-dire des livres de bêtes qui égrenaient un certain nombre d'espèces avec des animaux qui relevaient de l'imaginaire et des animaux qui appartenaient à une réalité ou à une réalité supposée. Cette idée du bestiaire nous a paru faire écho à l'œuvre d'Arcimboldo Laterre que nous avons décidé de prendre comme couverture et comme emblème pour ouvrir l'ouvrage. Ce que nous dit Arcimboldo, c'est qu'on compose en fait un visage d'homme à partir d'espèces très variées, des animaux sauvages et des animaux domestiques, des animaux dits exotiques et des animaux continentaux. Nous voulions partir de cette iconographie parce qu'aujourd'hui, le juriste est saisi d'un grand nombre de sujets en matière d'environnement, de protection de la nature, et réfléchit aux meilleurs moyens, aux meilleurs usages juridiques pour permettre cette protection dans un respect de l'harmonie entre homme et animal. Les historiens, et à commencer par les historiens des lettres, je pense évidemment à Michel Pastoureau, ont toujours porté sur l'animal un regard historique en se saisissant de l'animal comme un objet d'étude. Alors c'est vrai que les travaux de Michel Pastoureau partaient beaucoup de l'emblématique et nous proposaient une version relativement idéalisée de l'animal et s'intéressait particulièrement à la symbolique. Aujourd'hui, les travaux des historiens des lettres préconisent d'envisager l'animal comme quasiment comme une personne et au fond de se mettre dans sa peau pour écrire leur histoire. Là où les historiens du droit ont depuis plus d'une quinzaine d'années travaillé à la réflexion sur le statut juridique de l'animal et son évolution, notamment en contribuant à la revue semestrielle de droit animalier. Je pense professeur Xavier Perrault ou à ma collègue Ninon Maillard qui publie régulièrement sur ce thème depuis longtemps. Donc il y avait en quelque sorte une matière déjà construite sur ce sujet et en même temps des sujets qui demandaient à être renouvelés, à être reconsidérés. Je pense par exemple comme les procès à animaux qui retrouvaient une certaine actualité, qui sortaient de cette conception de curiosité juridique, un sujet un peu attractif et en même temps qui fait sourire, pour chercher à comprendre les raisons anthropologiques de ces procès, parce qu'on peut avoir tendance un peu trop facilement à calquer nos propres conceptions sur les conceptions anciennes, à penser que parce que l'animal est condamné, il est considéré comme une personne juridique, mais à vrai dire, on condamne également des cadavres sous l'ancien droit. Et c'est vrai que les juristes anciens se sont positionnés sur ces sujets. Un juriste comme Beaumanoir, dans ses coutumes de Beauvaisis, dit que les procès de bêtes sont justice perdue. Donc les juristes sont eux-mêmes sceptiques, et même dans des périodes très anciennes, sur ces procédures. On connaît évidemment le grand juriste Chasseneux qui s'est intéressé au procès, particulièrement au procès d'insectes. Et Antoine Loisel, dans ses Instituts de 1607, qui est un ouvrage tout à fait symptomatique du XVIe siècle et qui recense un certain nombre d'adages, eh bien, s'intéresse à l'animal de manière beaucoup plus pacifique. Il traite des procès animaux. Il y a quelques adages sur le sujet, mais essentiellement, il introduit une vision harmonieuse de la création, l'homme et la femme dans la nature, une nature qui est ouverte à l'animal, mais il traite aussi des rivières et de l'eau, des arbres. Mais il accorde un certain nombre d'adages à la question des cochons, notamment, si bien que voilà, les grands juristes se sont toujours confrontés
au statut et aux questions particulières que pose l'animal. Il nous semblait naturel, au fond, de nous saisir de tout ce qui aujourd'hui bouillonne, comme dans cette tête d'Arcimboldo, pour en faire profiter les juristes de droit positif et pour nourrir la réflexion contemporaine, les défis contemporains de la réflexion du passé. C'est un article qui a été intégré dans le Code civil par une loi du 16 février 2015, un article attendu. Déjà en 1999, il n'était plus considéré comme un bien meuble. On avait considéré que c'était l'animal en tant que tel et qu'il se devait d'être donc déjà un peu protégé. Donc on marquait l'animal et le bien meuble peuvent être soit l'un déplacé, l'autre se déplacer. Et puis, on attendait cette loi de 2015 qui est arrivée en intégrant l'animal comme un être vivant doué de sensibilité. Et donc, cet être vivant doué de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent, demeure toujours soumis au régime des biens. Alors, c'est pas une nouveauté car l'animal était déjà reconnu comme un être sensible, mais le but de cet article est de concilier, je pense, la protection de l'animal avec les réalités économiques. Et c'est ainsi que le principe selon lequel l'animal suit intégralement le régime des biens meubles ou des biens immeubles pour les opérations économiques est toujours maintenu. Il demeure. En effet, si les animaux sont qualifiés d'êtres vivants doués de sensibilité, il n'en demeure pas moins qu'ils relèvent du régime des biens. Donc ces dispositions euh, reconnaissent sa sensibilité, mais ne modifient en rien qu'il puisse être susceptible d'appropriation. Et donc, ça ne modifie pas les droits et les contraintes des détenteurs ou des propriétaires sur ces animaux, et ça ne remet pas en cause l'activité, par exemple, ou l'exploitation agricole. On peut le voir, l'animal fait partie, dans notre ouvrage, par exemple, du fonds de commerce. Les animaux restent dans la sphère patrimoniale par cet article 515-14, de sorte que, par exemple, les règles relatives notamment à la chasse, ou encore à la vente d'animaux d'élevage, la transmission par voie successorale ou la vente de gamètes, par exemple, continueront à s'appliquer. Voilà, l'article L514-14 n'a pas eu cette ambition-là. Et donc, autrement dit, on peut dire que les animaux aujourd'hui sont considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité. Ce ne sont plus des biens meubles. Ils restent tout de même soumis au régime des biens dans le cadre du droit civil. Et cette reconnaissance marque tout de même une évolution importante du statut juridique des animaux en France et dans notre droit français parce qu'elle les distingue des simples objets et tout en les maintenant dans le régime du droit des biens. En soi, déjà, on peut dire que la notion de sensibilité n'est pas une notion qui serait neuve et on peut même en faire l'archéologie. Et ce qui permet de voir qu'il y a toujours eu une partition entre des hommes qui pouvaient être malveillants vis-à-vis des animaux, mais aussi des hommes doués, fort heureusement, de bienveillance. Je renverrai sans revenir à l'Arche de Noé, je renverrai à un arrêt de la Cour de cassation de 1821 dans une affaire Alliot, hein, où un magistrat de la Cour de cassation, enfin les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation personnifient une truie qui a été frappée et on sent bien ce magistrat sensible à la condition de cette truie qui était grosse et qui a manqué de perdre ses petits. Et donc, sur plusieurs lignes, ces magistrats soutiennent en quelque sorte le sort de cette bête qui a finalement été jusqu'en cour de cassation parce que le ministère public l'a bien voulu et a poursuivi la personne maltraitante. Et il faut à cet égard rappeler que au fond, beaucoup de choses concourent à la conservation de l'animal. D'abord, le fait que c'est une richesse patrimoniale et que les propriétaires ont intérêt à leur conservation. On se souvient de Perrette et le Cotelet, hein, qui allant à l'asile, rêve de sa fortune et d'un cochon qu'elle s'achèterait, qui serait un premier élément tout à fait important de cette construction. Et du reste, certains animaux de rente peuvent constituer aussi, en cas de famine, un bien qui là va passer
du bien vivant au bien fongible et à la nourriture. Mais il y a un rapport aux bêtes qui se nourrit de sensibilité. Alors, on distingue la sensibilité de l'homme vis-à-vis de l'animal, et aujourd'hui, l'article du Code civil s'intéresse davantage à la sensibilité de l'animal lui-même. C'est une distinction qui, moi, m'apparaît en partie spécieuse parce que la réalité, c'est que si l'homme est sensible à l'animal, c'est aussi parce qu'il voit souffrir la bête. Et on voit bien que dans l'affaire Alliot, le propriétaire a trouvé tout à fait insupportable de voir sa truie en difficulté. Cette notion d'archéologie de la sensibilité permet au fond de nous réconcilier avec notre monde contemporain et de ne pas non plus l'idéaliser. Parce qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'exploitations agricoles, la sensibilité n'est pas nécessairement la première des caractéristiques prises en compte. Je renvoie à un entretien qu'on a réalisé dans le livre avec Caroline Dussin, qui a fait un reportage qui s'appelle L'usine des animaux et qui montre assez bien, je crois, la tentation humaine d'en arriver à faire des usines d'animaux, des endroits de souffrance tout à fait insupportables. Si bien que les anciens n'avaient pas le monopole de la violence, et nous avons aussi à nous interroger sur notre rapport à l'animal et à ne pas être dans le déni en pensant que nous faisons mieux que qu'ont fait nos anciens. La France a adopté la loi pionnière reconnaissant l'animal comme un être sensible. C'est la loi du 10 juillet 1976, depuis 40 ans déjà. Et elle a été codifiée dans le Code rural et de la pêche maritime à l'article L 214-1, je crois par une ordonnance de 2000, donc un petit peu de temps après. Alors cet article nous évoque l'article L 214-1, l'association, enfin les lanceurs d'alerte qui aujourd'hui ont repris cet article pour s'appeler ainsi, ils ont repris l'appellation. Et dans cet article, il était mentionné, alors je le cite, tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les besoins biologiques de son espèce. Donc, on a déjà cette sensibilité et quand on lit cette loi, elle impose aux propriétaires et aux éleveurs, en la lisant, l'obligation de garantir des conditions de vie adaptées aux besoins biologiques de leurs animaux. Donc, on n'est pas nouveau dans le Code civil puisque cette sensibilité existait, mais là, on voit bien que c'est vraiment les animaux qui font l'objet d'appropriation et certains auteurs ont déjà eu la volonté de dire que les animaux sauvages n'étaient peut-être pas compris dedans, effectivement, et que ça ne s'adressait qu'à une partie des animaux. Alors ensuite, il y a plusieurs traités, je crois que c'est le traité de Maastricht qui avait tenu compte du bien-être animal, le premier en 1992, et après le traité d'Amsterdam, qui en 97 a reconnu la sensibilité animale et qui a été renforcée et intégrée dans la politique européenne. Et ensuite, il faudra attendre la loi du 16 février 2015 pour que l'animal soit officiellement reconnu comme un être vivant doué de sensibilité. Parallèlement à cet article 2015, je ferai quand même une petite référence à une loi du 29 janvier 2021 qui, à la suite des caquettements du coq Maurice et du procès sur les troubles anormaux de voisinage, a fait entrer dans le Code de l'environnement, à l'article L 110-1 du Code de l'environnement, les sons et les odeurs comme un patrimoine commun de la nation. Et donc, c'est reconnaître, alors peut-être moins leur sensibilité, mais la sensibilité à l'odeur et peut-être à leur bruit, pour les néo-ruraux qui étaient venus s'installer à la campagne et donc empêcher ces procès souvent de très longue durée envers les animaux. Quand on est en la campagne, on doit vivre ensemble, bien vivre ensemble, et ce bien vivre ensemble suppose de supporter les animaux de la campagne. Il est vrai qu'il y a trois catégories d'animaux. On parle souvent des animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Et ce qu'on reproche à l'article justement du Code civil, c'est à quel animal fait-il référence? C'est un peu la discussion que l'on a. C'est peut-être l'animal approprié, l'animal de compagnie et de rente. Et beaucoup
partent d'une théorie, c'est la théorie des trois lapins, finalement, qu'on peut dire pour formuler la catégorisation. D'abord, il y a le premier lapin qui sera le lapin, l'animal sauvage, c'est-à-dire qui va librement vivre dans la nature, loin de l'influence directe de l'homme. Ce sera le lapin qui va vivre dans la forêt et qui fait partie d'un écosystème naturel où il est protégé par la loi, mais par les lois visant à préserver les écosystèmes et l'habitat, donc par le droit de l'environnement, et qui va empêcher, par exemple, sa capture parfois ou son commerce illégal. Après, il y a le deuxième lapin, qui est l'animal de rente, l'animal que l'on va avoir dans l'exploitation agricole. Il est élevé par l'homme, mais principalement pour sa production, par exemple la viande, la fourrure, et son bien-être est aussi encadré par des réglementations qui limitent sa souffrance, mais il reste une source quand même d'exploitation économique. C'est le lapin donc d'élevage qui est destiné à la production. Puis il y a le petit animal de compagnie, le petit lapin effectivement qui va vivre aux côtés de l'homme et qui va bénéficier d'une protection plus stricte peut-être contre la maltraitance animale et l'abandon, avec des lois et des réglementations et des règlements qui visent à garantir son bien-être. Et c'est le lapin domestique, donc, qui vit dans une maison. Et la protection, oui, elle est différente. Le lapin, il est protégé par les lois de conservation de la nature, le lapin sauvage, mais l'animal sauvage reste en voie de discussion parce que c'est souvent, on pourrait dire, la res communes d'autrefois, c'est-à-dire la chose commune qui n'est pas appropriable en tant que tel, mais que chacun va pouvoir s'approprier, par exemple par la chasse. Le lapin de rente qui est protégé aussi par les législations, puisque sur les conditions d'élevage, mais aujourd'hui sur les conditions d'abattage ou sur les conditions de transport, quand on parle par exemple pour la protection d'une vache ou d'autres animaux, et le lapin de compagnie va bénéficier aussi d'une protection contre sa maltraitance, son abandon et sa négligence. Donc chaque catégorie d'animaux vont recevoir une protection adaptée, même si on peut quand même percevoir que aujourd'hui l'animal de compagnie est celui qui reçoit par la loi du 30 novembre 2021 la plus grande protection. Cet ouvrage sur l'animal porte à interroger au fond les frontières entre la personne et la chose, l'homme et l'animal, mais aussi les frontières entre animaux et catégories animales différentes. D'où d'ailleurs la volonté d'introduire dans le bestiaire le yéti, qui est un animal qui, en même temps, on le sait, fascine l'homme et semble avoir des traits communs avec lui. Un certain nombre d'affaires nous poussent régulièrement à nous interroger sur ces frontières. C'est l'histoire du singe Naruto qui prend un selfie, en tout cas c'est ce que raconte le photographe qui prétend toucher des droits sur cette photo, et en même temps les associations animales, eh bien, elles aimeraient récupérer les droits de ce singe Naruto. C'est aussi également, au fond, le même sujet dans cette affaire Riette, affaire récente dans laquelle une personne a recueilli un jeune marcassin qui a grandi, qui pèse son poids, mais qui a un comportement qui relève de l'animal domestique et dont elle fait la preuve par un certain nombre de vidéos qu'elle diffuse pour montrer à quel point il est légitime, puisque personne, au fond, ne s'oppose à ce qu'elle détienne cette bête, alors elle n'a pas de voisin, elle a l'espace qui convient à cet animal, mais que la préfecture prétend euthanasier. C'est une question qui a nourri la réflexion des juristes, et dans les années 1850, on trouve un arrêt de la Cour de cassation très intéressant qui pose la question de savoir si un cochon peut être considéré comme animal sauvage à raison de son comportement, ou s'il doit être considéré à raison de sa nature et au fond des connaissances éthologiques comme un animal domestique. La Cour de cassation élève en quelque sorte une présomption de domesticité par rapport au cochon, mais qui serait susceptible d'une preuve contraire. Et là, on peut considérer aussi que cette propriétaire de Riette a démontré que son sanglier était inoffensif et qu'il ne faisait courir de risque à personne. Donc c'est un des aspects tout à fait fascinants de cette réflexion, que de nourrir l'imagination, parce que évidemment interroger les frontières, ça pousse à l'imagination,
Évidemment, le juriste est très intéressé par les catégories. L'animal, eh bien, au fond, renvoie à une réalité tellement vaste qu'il faut des catégories, mais ces catégories doivent pouvoir avoir des zones de croisement possibles. Le droit des animaux en agriculture, c'est un sujet très sensible. Pour travailler un petit peu avec la Fédération agricole, elle oppose toujours exploitation animale et bien-être animal. Aujourd'hui, les animaux ne sont pas considérés comme des sujets de droit, mais leur protection est quand même encadrée par des lois. Et au niveau international, on a l'Organisation mondiale de la santé animale qui fixe les principes de leur bien-être. Et l'Union européenne impose quand même des normes strictes, notamment par exemple l'interdiction des cages pour les poules pondeuses. En France, depuis 2015, le Code civil reconnaît maintenant aussi les animaux comme des êtres sensibles et le Code rural définit les règles en élevage, en abattage et en transport. Donc ces lois limitent quand même la souffrance sans remettre en cause l'exploitation. Il faut qu'il y ait un juste équilibre entre le bien-être animal et l'exploitation. On ne peut pas dire aux agriculteurs aujourd'hui on enlève l'exploitation animale, ce n'est pas possible. Le contrôle est certes parfois insuffisant, je vous l'accorde. Les pressions économiques freinent les avancées législatives, mais il faut trouver une protection, un équilibre entre la protection de l'animal et la viabilité de nos filières agricoles. On en a besoin en garantissant des conditions d'élevage respectueuses du bien-être animal sans mettre en péril nos acteurs économiques et les acteurs du secteur. Les choses évoluent. Plusieurs pays interdisent déjà certaines pratiques. La viande cultivée, les alternatives végétales se développent. La mobilisation citoyenne aussi pèse de plus en plus sur les décisions politiques. On a eu encore un sondage où les gens mangent moins de la viande. L'avenir des animaux dépendra de cet équilibre, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on doit tous devenir végétariens. Je pense qu'on a été dans une société de consommation. La consommation nous a entraînés à certains abus. Il faut les freiner aujourd'hui. Et je pense que le bien-être animal, voilà, prendre en compte quand on va abattre un animal qu'il faut l'étourdir d'une certaine façon et sans qu'il ait des supplices. Donc voilà, il y a plein de choses à faire évoluer, mais sans remettre en question la filière agricole. La prise de conscience des agriculteurs de sortir de cet élevage industriel qui finalement n'était pas en pleine concordance avec leurs convictions, mais en sortir, c'est parfois difficile. Donc il faut aider nos agriculteurs à continuer à être vertueux, mais il y en a beaucoup qui sont vertueux quand même. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. À cette occasion, d'ailleurs, je voudrais souligner que ces protections sont en grand nombre et que la journée justement JICA du 15 mai 2025 qui aura lieu à l'université va porter sur la condition des animaux en élevage l'après-midi. Il sera une matinée générale sur le bien-être animal. Alors la JICA, c'est la journée interdisciplinaire de la condition animale qui a lieu dans chaque faculté au fil des années. Donc la septième aura lieu dans notre université sous ma direction et celle de Sandrine Clavel, qui est co-directrice du Dante. Et on verra l'après-midi justement avec la condition des animaux en élevage, toute cette particularité et cet équilibre à trouver entre une filière quand même agricole que on se doit de conserver et des animaux à respecter et à protéger. Les animaux de cirque nous renvoient évidemment au 19e siècle et au glissement de l'animal et notamment de l'animal dit exotique qui a d'abord été exposé dans des ménageries ou par des personnes qui montraient des animaux dans des foires ou dans des moments de fêtes collectives. Et donc cet animal est une valeur essentielle pour le cirque et il nous renseigne sur la circulation des animaux, sur cette nécessité d'aller chercher des bêtes. Et je crois que là-dessus, il faut citer le travail très important mené par l'historien Éric Baratet sur ces aspects de circulation. Et je renverrai également euh, à un reportage actuel qu'on peut trouver sur la chaîne Arte sur l'éléphant Fritz, qui est un éléphant qui a intégré un cirque et qui, au début du siècle,
a été tué à Tours, a été mis à mort à Tours parce qu'il présentait un danger alors qu'on l'exposait dans la ville avec plusieurs de ses congénères. Dans ce reportage, on voit d'abord des images tout à fait frappantes hein, de l'utilisation des animaux dans les cirques et également de cette tension entre à la fois un animal qui est précieux et qu'on souhaite conserver et auquel on s'attache avec évidemment des liens d'affection qu'on peut développer auprès de l'animal, mais aussi cette idée d'obliger l'animal à un certain nombre d'usages qui ne sont pas ceux auxquels il a l'habitude. En même temps, il ne faut pas non plus idéaliser la jungle. Hein. Ces animaux dans la jungle n'ont pas toujours non plus une destinée favorable. Mais cet éléphant, Fritz, c'est un animal qu'on peut encore observer à Tours au musée. Et donc, ça nous enseigne sur les conditions de vie difficiles de ces animaux qui vivent souvent, notamment dans des conditions d'hygiène assez précaires et qui vont entraîner des souffrances induites par des habitudes qui ne sont pas les leurs et auxquelles ils sont obligés de souscrire. Donc, je crois que le thème du cirque est un thème très important et qui effectivement est revenu de manière tout à fait étonnante et est revenu dans l'actualité avec la QPC qui a été posée à ce sujet et qui a donné lieu à une décision dont le délibéré a été rendu ici même à la faculté de droit de Saint-Quentin-en-Yvelines par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, dans ce qui était ces derniers actes, en quelque sorte, de sa présidence. Ils sont venus effectivement rendre cette décision qui leur a été donc soulevée. Et c'est vrai que la décision a été rendue le 14 février dernier dans un amphithéâtre de notre faculté, donc dans le cadre des QPC délocalisés. Il en a fait plusieurs dans plusieurs universités. Celle-ci rentrait dans un thème qui nous tenait à cœur, puisque le Conseil constitutionnel a confirmé donc effectivement l'interdiction d'utiliser les animaux dans les cirques itinérants en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association One Voice. Cette dernière, elle contestait justement la loi de 2021 qui interdit l'acquisition et l'exploitation d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, mais pas dans les cirques fixes. Et donc, on se posait la question de savoir, One Voice a argué que cette distinction crée une inégalité de traitement entre les animaux, qu'ils soient dans un cirque itinérant ou dans un cirque fixe. Et les sages ont bien répondu en expliquant que cette différence de traitement était justifiée par les spécificités et la spécificité des cirques itinérants, notamment des souffrances supplémentaires qui étaient liées au déplacement de ces animaux. Donc, à différence de situation, différence de traitement, et la loi ainsi ne viole pas pour les sages le principe d'égalité devant la loi. Cependant, le Conseil n'a pas abordé directement la question de l'égalité entre humains et animaux. À un moment donné, il en a un petit peu parlé, mais en conclusion, cette décision confirme que l'interdiction ne s'appliquera qu'aux cirques itinérants. Alors, il y a une raison aussi derrière, c'est qu'il y a les cirques, mais il y a aussi évidemment tous les zoos et autres qui pourraient poser question dans finalement l'enfermement des animaux sauvages qui sont parfois hors de leur contexte naturel. Donc après, ça pourrait avoir des déviances. Voilà, donc pour l'instant, on a considéré qu'on ne pouvait pas faire une question de l'égalité donc voilà, entre humains et animaux. Non, il n'y avait rien à voir ici et donc il fallait bien distinguer différence de situation, différence de traitement. Les artistes se sont depuis toujours intéressés à la question des animaux, à la représentation des animaux, extrêmement fructueuse en termes de thématiques. Et il n'est de ce fait pas très étonnant que l'art contemporain prenne sa part de ce sujet.
l'artiste se fonde sur sa liberté artistique pour mettre des animaux en situation d'éventuelle faiblesse. Toute personne qui le décide peut ainsi déchiqueter les poissons contenus dans ce bocal. Je pense que s'il souhaite lancer une réflexion sur la sensibilité animale, eh bien, ça n'est certainement pas le meilleur moyen. Il me semble qu'il ne peut pas non plus organiser ou avoir ses mixeurs chez lui parce que ça constitue de toute façon une maltraitance et, et, et qui est quand même qui soulève l'arsenal pénal qui a toujours été mis en place pour la protection des animaux, enfin qui est quelque chose d'historiquement très ancien, beaucoup plus ancien que la reconnaissance même de la sensibilité humaine face à l'animal ou de la sensibilité animale, hein, puisque le code pénal de 1810, mais les lois rurales antérieurement permettaient de sanctionner les sévices sur des animaux et des sévices qui n'ont pour objet qu'une cruauté pure, ce qui encore augmente cette banalité du mal. Il y a eu plusieurs cas marquants. En 2010, Wim Delvoye qui pris des cochons qu'il avait tatoués, anesthésiés en Chine, naturalisés une fois adultes. Et l'exposition qui avait lieu, je crois, à Nice avait été fortement critiquée à l'époque. Après, il y a eu Damien Hirst qui, en 2012, près de 9000 papillons ont été tués et sont morts lors d'une exposition à Londres, ce qui a aussi choqué finalement par l'usage des insectes vivants. Et Yann Fabre aussi fait des vidéos des œuvres qui montraient des chats qui étaient jetés ou des animaux empaillés. Et tout ceci a provoqué l'indignation. C'est toujours un ingrédient que recherche l'artiste contemporain que le scandale et le buzz. Mais pour ma part, je pense que le buzz ne doit pas tout justifier et que ces expositions doivent être suspendues. L'art militant, c'est bien. L'art militant doit avoir des limites. Je pense que la liberté d'expression n'est pas un passe-droit. Effectivement, il y a un conflit, comme on peut le noter, entre la liberté artistique et la protection du vivant. D'ailleurs, si on rappelle Montesquieu, il dit que la liberté, c'est le droit de faire tout ce que les lois permettent, et les lois sur la protection animale ne permettent pas de maltraiter dans une œuvre d'art ou dans une œuvre artistique les animaux. Je pense que l'art n'est pas une zone de non-droit. On ne peut pas tout faire passer. Effectivement, il faut retirer, je pense, ce type d'œuvre. Le diplôme universitaire droit animalier des affaires a la spécificité d'être en droit des affaires. Nous avons créé ce diplôme tout simplement parce que je pense que ça manquait et surtout que c'est une question, le droit animalier, qui va se poser à l'avenir dans, par exemple, les exploitations en voie agricole, mais surtout dans des problématiques de droit des affaires auxquelles on n'a pas de solution. Cette notion de bien vivant, elle vient du plan comptable général et elle vient d'une vision affairiste aussi de l'animal. Et donc, que je pensais qu'il y avait une zone là à exploiter. Et ce diplôme universitaire de droit animalier des affaires est ouvert donc en formation initiale et en formation continue. Et donc, donne lieu à plusieurs rubriques. Alors, on va partir de l'histoire, de la philosophie, bien sûr, du droit de l'animal, pour arriver ensuite à des thèmes plus pratiques, c'est-à-dire droit des biens, droit des contrats, droit des procédures collectives, droit des sociétés, donc tout ce qui va plus relever du droit des affaires en tant que tel. Et donc, c'est ouvert à tout le monde, à des gens qui peuvent être parfois en conversion professionnelle ou même des étudiants qui seraient intéressés par compléter un master 2 en droit des affaires par une spécialité. Et d'ailleurs, nous avons déjà des DU en droit, par exemple, équin. Le droit équin se développe et on nous a dit qu'il y avait aussi beaucoup de droits animaliers, même sur le barreau de Versailles.